Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de 7 études dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Une étude publiée dans Biological Psychiatry, un très bon journal de psychiatrie, et qui s'intéresse à quelque chose qui est vraiment connu, qui est de bon sens, qui est vraiment quelque chose que tout le monde sait déjà, mais c'est toujours intéressant de vérifier si notre bon sens parfois ne nous trompe pas, parce que évidemment, même si c'est pas toujours le cas, ça peut arriver. Et donc, c'est une étude, moi, vraiment, que j'aime bien. Très simple, très vie réelle, très pratico-pratique. La question qui se pose dans cette étude, c'est est-ce que, en l'occurrence, les enfants avec un âge moyen environ de 10 ans, est-ce que les enfants en général, souffrant d'anxiété, ont une hypervigilance ou pas ? Et est-ce que cette hypervigilance, le fait d'être hyper distrait par absolument tout ce qui se passe autour de soi, etc., est-ce que cette hypervigilance, elle est sur absolument tout, ou est-ce qu'elle est uniquement sur les choses qui sont considérées comme menaçantes ou anxiogènes ? Parce que tout le monde a cette image à juste titre, manifestement, que quand on est un peu anxieux, on est un petit peu sur le qui-vive, comme on dit, cette expression, pareil, de bon sens populaire, c'est-à-dire, on regarde un peu partout, on est très hyper vigilant, on regarde s'il n'y a pas des dangers, des problèmes, etc., etc. Donc on est hyper réactif comme ça, un petit peu, on pourrait dire. Et donc, est-ce que cette hyperactivité, elle est vraiment réelle, et est-ce qu'elle se contente d'être sur les choses qui peuvent être perçues comme dangereuses ou hostiles, ou pas du tout ? Et donc, la réponse dans cet article, c'est que, évidemment, là, le bon sens ne nous a pas trompés. Évidemment, oui, vous l'avez vous-même expérimenté très probablement. Quand on est anxieux, quand on est stressé, il y a cette hyper-vigilance qui est présente. Et cette étude, elle est intéressante parce qu'elle a essayé d'identifier une différence entre, par exemple, des choses qui sont anxiogènes, comme des visages un peu fermés, un peu hostiles. Donc ça, c'est quelque chose qui est qu'on peut considérer comme une peur ou une inquiétude légitime. Quand on voit, notamment sur le plan social, quelqu'un qui fait une tête un peu bizarre, c'est normal d'avoir peur, je dirais, quelque part. Et puis, ils ont essayé de voir si les mêmes enfants, sur le plan, donc toujours anxieux, les enfants anxieux, pour des choses qui ne sont absolument pas des choses dangereuses, comme par exemple des cubes qui apparaissent, vraiment un truc pas du tout anxiogène, pas du tout dangereux, un dessin en fait quelque part, tout simplement. Est-ce qu'il y avait toujours cette même hyper-vigilance chez ces enfants, donc en l'occurrence, encore une fois, d'âge moyen, environ de 10 ans. Bon. Alors la réponse, évidemment, c'est oui aussi. C'est un fonctionnement cérébral. Quand on est anxieux, il y a une hypervigilance, une distractibilité qui est très élevée, plus élevée que quand on n'est pas anxieux, et qui concerne absolument tout. Voilà, qui concerne absolument tout. Il y a cette hypervigilance anxieuse qu'on connaît depuis extrêmement longtemps, mais qui a été bien mesurée, à la fois avec des tests en termes de distractibilité, de temporalité de cette distractibilité, mais aussi avec de l'imagerie fonctionnelle dans cette étude. Il y a un échantillon des patients concernés dans cette étude qui ont fait une imagerie fonctionnelle cérébrale pour voir quelles zones étaient impliquées. Alors évidemment, on retrouve des zones qui sont impliquées dans justement la distractibilité, l'inhibition, les émotions. Bon. Donc c'est assez logique, ok. Mais en tout cas, voilà, on le sait. On le sait maintenant avec plus de certitude que c'était le cas avant cette étude. L'anxiété crée une distractibilité très élevée, une hypervigilance à propos de tout. Alors, quelle est la leçon qu'on peut tirer de ça ? Parce que c'est bien de valider quelque chose qui est de l'ordre du bon sens et de l'expérience quotidienne de chacun. C'est toujours bien, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer sur le plan psychiatrique ? Notamment, on peut en tirer sur le plan psychiatrique que, et ça je le répète beaucoup dans mes vidéos, c'est que quand on suspecte un trouble de déficit attentionnel, c'est bien, on a raison de le suspecter, il faut le faire, et c'est pas assez fait. On n'en parle pas assez, il faut absolument se sensibiliser à ça. Mais c'est pas parce qu'il y a un trouble attentionnel qu'il y a un TDAH. C'est pas parce qu'il y a un trouble attentionnel qu'il y a une difficulté de concentration, parce que par exemple on est extrêmement distractible, que c'est un TDAH. Ça peut être une hypervigilance anxieuse. Je sais que je vous rabâche à longueur de journée les liens entre anxiété et TDAH, mais je vous en remets une petite couche aujourd'hui, vous m'en voudrez pas j'espère, pour vous rappeler que c'est important de s'intéresser aux symptômes, on est bien d'accord. C'est important d'avoir des diagnostics, admettons, d'accord ? Mais il faut s'intéresser au fonctionnement des gens. Les symptômes, ça ne suffit pas.
Les diagnostics, c'est pas terrible. Les symptômes, c'est mieux, mais ça ne suffit pas. Un symptôme donné peut avoir plusieurs causes possibles. Vous pouvez être distractible sans avoir de TDAH. Il suffit d'être anxieux. D'accord ? Donc, très important de vraiment comprendre ça, de comprendre que du coup, les approches catégorielles et symptomatiques en psychiatrie, elles sont utiles, mais elles sont extrêmement limitées. Elles sont extrêmement limitées. Et qu'il faut s'intéresser au fonctionnement psychique des gens, hein, au parcours de la pensée, si vous préférez, au parcours à comment les neurones se connectent entre eux, pour parler vraiment de manière inadaptée, mais peut-être plus parlante, d'accord ? Au réseau, au fonctionnement, et non pas uniquement aux conséquences de ces fonctionnements, à savoir les symptômes. Intéressez-vous au fonctionnement et intéressez-vous aux symptômes, mais demandez-vous toujours quelle est l'origine de ce symptôme, quel est le fonctionnement qui a amené à la présence de ce symptôme. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, il faut s'abonner. Moi, c'est une recommandation que je vous fais. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, si je devais vous donner un conseil, je vous dirais de vous abonner. Après, vous pouvez aussi avoir l'esprit de contradiction et dire, puisqu'il me l'a demandé, je ne vais pas le faire. C'est autorisé. Hein. On a le droit de faire ça. C'est même, pas du tout un problème. Donc, pour ceux qui sont comme ça, ne vous abonnez pas. Voilà. Vous avez compris ? Ouais. C'est bon. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.